s'avère que nous sommes dans notre pays, le pays que nous aimons beaucoup, c'est la République démocratique du Congo, où il y a les gouvernants et les gouvernés. À ce stade, nous avons vite compris que la population se plaint de temps à autre de ce qu'ils trouvent dans le comportement des gouvernants comme bavure au vu et au su de tous. Aussi longtemps qu'il y a des prescrits de la loi fondamentale, notre constitution qui dit tous sont égaux devant la loi. Cependant, dans la faisabilité, cette égalité n'existe pas. Voilà pourquoi nous avons fait recours à travers cette émission à des personnes qui ont pu avoir le temps de réfléchir et aussi penser sur la question. Nous avons sur ce plateau M. Dona Kakebon, qui est assistant chargé de programme du réseau de l'éducation civique au Congo, RESIC en sigle. Bonjour M. Dona. Bonjour. Et il n'est pas seul sur ce plateau, vous allez comprendre qu'il y a aussi M. Augustin Mukombo, qui est le secrétaire général du café juridique Iniki, il va avoir la parole à son tour aussi. Mais il y a le représentant de cette structure, le café juridique, le conseiller Placide Lumpungu. Avec ces trois invités, nous allons parler de la question relative à la responsabilité pénale, civile et administrative des autorités politico-administratives dans la gestion de la chose publique d'une manière quotidienne. Monsieur Dona, vous êtes congolais. Aujourd'hui, nous parlons de cette question. Vous avez organisé des séances de réflexion, vous avez organisé des assises pour parler de cette responsabilité des autorités politico-administratives dans la gestion quotidienne de la chose publique. Est-ce que de nos jours, vous êtes à même de dire que tous les Congolais sont égaux devant la loi? Merci pour la question, messieurs les journalistes. Je pense que je dois d'abord chercher à circonscrire l'activité. Nous avons eu à passer en revue les différents textes qui régissent notre pays, la Constitution et bon nombre des instruments juridiques internationaux que notre pays avait ratifiés. Et nous avons essayé de les comparer avec les comportements du jour au jour des gouvernants vis-à-vis des gouvernés. Et nous avons constaté qu'il se pose un problème dans le respect du prescrit de la loi fondamentale qui dit « Tous sont égaux devant la loi et la justice ». En observant le comportement de nos responsables administratifs et politiques, il s'est posé un problème. Et il se pose un problème. C'est-à-dire, ce prescrit-là est difficilement applicable. D'autant plus que nos animateurs se comportent en terroristes. Nos animateurs s'excellent à l'abus des pouvoirs et au trafic d'influence. Et nous nous sommes dit, que devons-nous faire pour modifier le comportement de nos dirigeants? Que devons-nous faire pour responsabiliser la population à dénoncer ce genre d'abus? Avec nos amis des cafés juridiques, comme ils sont des juristes en formation à la faculté des droits, nous avons dit que nous devons organiser un colloque pour essayer de réfléchir et proposer des pistes de solutions. Et en date du 12 août 2022, on avait organisé un colloque scientifique et à l'issue de ce colloque, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été formulées dans les trois carrefours. Un carrefour porté sur la responsabilité pénale des autorités politico-administratives pour des fautes commises par eux, directement ou indirectement. Et un autre carrefour sur la responsabilité civile des autorités politico-administratives pour les fautes qui sont directement impliquées ou indirectement impliquées à travers les personnes qui sont... Et l'autre carrefour devait réfléchir quels sont les facteurs qui influencent les comportements d'une personne, une fausse affaire, pour chercher à torpiller les droits fondamentaux des citoyens. Et à l'issue de ces trois carrefours, un certain nombre de recommandations ont été formulées et c'est la raison d'être de cette activité où nous voulons rendre public l'acte de ces colloques scientifiques qui avaient eu lieu en date du 12 août 2022.
Estimez-vous que les assises que vous avez pu organiser vont juste trouver gain de cause ou encore il y a encore de barrières là-dessus pour devoir passer à l'application de ces recommandations? Et ce qu'il faut retenir, dans toute chose, il y a toujours un début. Pour arriver à baliser un chemin, il y a des outils qui se mènent au préalable. Pour les cas d'espèce, RESIC ne prétend à rien vouloir améliorer la situation, mais veut contribuer à la modification du comportement des autorités. Une fois aux affaires, il doit savoir que non, la loi est faite pour tout le monde et que nous sommes tous égaux devant la loi. C'est ainsi que nous devons penser, réfléchir dans le sens de vouloir provoquer. Comme les électriciens disent, si vous voulez savoir où le courant passe, il faut court-circuiter. Et voilà, le courant est là. La phase est là. Voilà, c'est l'action que le RESIC a voulu court-circuiter et attirer l'attention de l'autorité sur un certain nombre de comportements que nous jugeons qui ne reflètent pas le respect des droits fondamentaux des citoyens. Je reviens du côté de notre ami juriste, M. le chancelier. Vous êtes sûrement de ce cadre-là. Vous avez pris part à ces assises, vous qui êtes techniquement outillé. De nos jours, les textes protègent les autorités sur plusieurs plans. Je prends le cas des élus nationaux qui sont une volonté populaire. Après l'économie des textes des 5 projets de loi, des ratifications des prêts et des crédits présentés par les ministres des Finances, Nicolas Kazadi, un débat houlé et fort enrichissant a fait place autour de la recommandation de la Chambre basse sur proposition du bureau portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des services de l'armée, de la police et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus accepté que notre armée soit infiltrée. Vous savez que l'armée, c'est l'unité du pays. Si on n'a pas une armée qui est dissuasive, les pays... Étant juriste en formation, et vous l'avez rappelé bien que nous sommes chanceliers du café juridique, l'esprit du texte tel que élaboré, problème... À la suite de cet exposé, 25 députés se sont relayés au prétoire pour engager un débat de fond et examiner tous les contours de la question. En réponse à ces préoccupations, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diakwanga, a circonscrit les faits dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État. La RDC est obligée de vivre en paix avec tous les 9 États voisins, raison pour laquelle le pays de Tshisekedi ne provoque ni n'agresse aucun État voisin parce que sa volonté est de vivre en paix avec tous ses voisins. Seulement à regretter le patriarche Mbosso, les Congolais ont accueilli les bourreaux qui le tuent aujourd'hui. Par conséquent, a-t-il suggéré, il faut ériger un mur de 344 km à la frontière avec le Rwanda dans l'avenir. Mais il se trouve que le fils du président Yoweri Museveni Kaguta ait facilité l'entrée du M23 à Bunagana. Il est à position officielle incarnée par le président Yoweri Museveni et celle de son fils qui tripote. À travers son tweet, il sympathise avec les terroristes du M23 qu'il qualifie de ses frères. En clair, les jours où c'est le père qui va adopter le langage du fils, nous allons considérer que l'Ouganda est aussi sur l'axe du mal à éclairer les patriarches Mbosoko Diakwanga. Certaines autres lois, en tout cas se basant sur le domaine législatif et réglementaire, l'article 112, l'article 122 et l'article 128. Monsieur le chancelier, je vais revenir à vous rapidement. Oui. Ne pensez-vous pas que ce sont des textes qui donnent beaucoup plus de tonus aux décideurs ou encore aux gouvernants d'abuser des fois de leur pouvoir parce qu'ils ont déjà de garde-fous déjà taillés sur mesure? Voilà. Déjà, il y a un problème dans nos textes. Cette procédure alourdie de pouvoir accorder les monopoles ou l'inviolabilité des élus, comme vous l'avez dit, les députés, et donc qui soumet aux victimes des violations de leurs droits fondamentaux, de soumettre d'abord à une procédure telle qu'on doit lever les immunités des élus, ça alourdit la tâche. Mais au niveau de texte, comme vous le dites, c'est vrai qu'il y a aussi un problème qui fait que les droits fondamentaux ne soient pas respectés ou ne soient pas effectivement
subir de leur jouissance totale. Parce que dans notre constitution, si l'on élague déjà le problème de l'inviolabilité, la levée d'immunité, ça alourdit la tâche et que la victime peut se voir que son action peut ou ne pas aboutir. Et aussi les moyens. Donc nos textes ne nous rendent pas seulement un bon service, nous, les citoyens qui sommes victimes des bavures des autorités politico-administratives. Je reviens du côté de M. Donat, qui est l'ACP du RESIC. Je vous rappelle que le RESIC, c'est le réseau d'éducation civique au Congo. Cette éducation civique ne concerne pas seulement le petit peuple, comme on peut le constater, ça concerne tous les Congolais. Avez-vous déjà eu l'initiative d'aller vers les gouvernants, parler avec eux, les sensibiliser aussi? Merci pour cette question-là. Je pense que ce sera la suite de cette activité. Ici, nous voulons rendre public les actes que les colloques a produits, un certain nombre de recommandations, parce qu'il y en avait beaucoup. Nous avons essayé de compiler. Voilà. Et nous voulons rendre public cela. Et il y a une suite d'activités qui va concerner les autorités. Parce que nous, avec les autorités, nous sommes des partenaires. C'est-à-dire il y a des activités où on ira voir les deux chambres, parce qu'il y a des aspects qui les concernent, en ce qui concerne la loi. Il y a des aspects qui concernent le ministère de la Justice, c'est lui qui gère tout ce qui est comme secteur judiciaire. Il y a l'aspect qui concerne le ministère de l'Intérieur, parce qu'il gère la police, parce que les comportements que nous déplorons aujourd'hui, l'autorité ne les fait pas de lui-même directement, mais il intime l'ordre. Par ses services. Par ses services. Je peux donner un exemple. Quand un bourgmestre fait la ronde de sa commune avec les policiers et qu'il a constaté qu'il y a un problème, il dit Boukame Sawana. C'est une destruction méchante. Tout à fait. Ok. Qui a intimé l'ordre, c'est le bourgmestre. Qui a exécuté, c'est les policiers. Est-ce que la victime sait que je dois déférer les policiers devant la justice pour destruction méchante? Non. Et si vous le faites, le bourgmestre serait l'auteur moral. Voilà. Et si vous le faites, est-ce que le bourgmestre va laisser les policiers être sanctionnés? Non. Protection? Et si les policiers disent non, chef, c'est un ordre qui ne répond pas au principe de la loi. Les policiers sont sanctionnés comme une insubordination. Voilà, c'est un problème. Et nous, RESIC, nous ne sommes pas appelés seulement à sensibiliser la population et aussi l'autorité. Parce que ici, nous voulons faire en sorte qu'il y ait l'harmonie, une collaboration, un rapprochement entre l'autorité et la population. Monsieur Donat, oui. Je reviens à vous. Vous avez épinglé un point très essentiel. C'est un débat que les Congolais ne tiennent pas surtout compte, mais vous avez quand même pu réfléchir là-dessus pour organiser même des séances de réflexion, réaliser même des recommandations. Vous avez dit quelque part, il faudra quand même que la population soit informée que nos dirigeants commettent des abus dans leur exercice de pouvoir. Qu'est-ce qui vous a motivé à réfléchir sur cette question et mettre ça à la portée du public avec les recommandations que vous allez nous donner en grande ligne? Nous avons eu à observer les comportements de certaines autorités qui hier étaient avec nous dans la population. Une fois aux affaires, on a constaté que ces autorités-là brillent dans le trafic d'influence et l'abus de pouvoir. Et surtout, certaines autorités, pour eux, pour chercher à gagner la confiance de la personne qui l'a promu, il doit faire du n'importe quoi au nom de cette personne-là pour qu'il soit protégé. Ça, c'est un. De deux, nous avons constaté que l'autorité qui devait protéger la population s'en abuse davantage. Et nous nous sommes dit, si on doit laisser la population évoluer dans ce sens-là, ce sera... Nous allons nous retrouver dans la boue. Et on a aussi essayé de réfléchir. Pourquoi la population est inactive dans ces pratiques-là? Qu'est-ce qui fait que la population ne puisse pas réagir? En faisant des investigations, on a constaté que la population est sous-informée de ce qu'elle doit faire au cas où elle se retrouverait victime
d'un abus venant d'une autorité intimant l'ordre aux policiers. Et qui devrait, selon vous, procéder à cette sensibilisation de la population, outre ce que vous faites, mais en principe, qui devrait le faire? C'est ça le grand problème chez nous. Je peux vous renvoyer en 2006. Quand la Constitution a été adoptée, il était prévu, adoptée et promulguée, il était prévu qu'on puisse les traduire en 4 langues nationales. Après la traduction, il fallait qu'il y ait la sensibilisation. Parce qu'on dit ceci, nul n'est censé ignorer la loi. Ça a été fait. Et comme nous, en tant que partenaires du gouvernement, normalement, le gouvernement devait nous rapprocher. Voilà, la Constitution est adoptée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sensibiliser à la population, que la population puisse s'imprégner du contenu de la Constitution? Faute de moyens ou faute de volonté politique, rien n'a été fait. Et le récit, à travers ses actions, a pensé provoquer, inciter la population à prendre conscience de ses droits fondamentaux et les défendre au cas où ces droits seraient violés, en respectant les normes et les principes. Voilà, en respectant les normes et les principes, au cas où les lois seraient violées, nous sommes au site de l'université de Kinshasa, la plus grande de l'Afrique centrale d'ailleurs, et nous sommes en train d'échanger avec nos amis du RESIC ainsi que du café juridique de l'université de Kinshasa. Là, je m'en vais du côté de c'est lui qui est le secrétaire général du café juridique, M. Augustin Mukombo. M. Augustin, vous avez suivi religieusement ce qui a été dit par M. Dona et M. Lumpungu. De votre côté, je me dis, vous êtes étudiant, vous êtes du café juridique. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont le droit est dit en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'est un privilège pour nous de le dire haut et fort devant le média, ici représenté. Je pense que cette activité n'est qu'une continuité. C'est le chancelier Dinanga, Kalala Enoch, qui avait co-organisé cette activité. Et particulièrement, nous étions aussi membres du colloque. Je me rappelle, le 12 août, là, j'intervenais comme vice-président. Le professeur André Mbata Bekoumessou, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience ce mercredi 9 novembre 2022 dans son cabinet de travail du Palais du Peuple, M. Mohamed Shafad Shariati, ambassadeur de la République islamique d'Iran, accrédité en République démocratique du Congo, en vue de la création du groupe d'amitié RDC-Iran. Au sortir de cette audience, M. Javed Shariati s'est exprimé en ces termes. Poser la question de savoir si je suis satisfait de la manière où le droit est dit dans notre pays. C'est comme qui dirait, bon, est-ce que la justice a atteint son indépendance? À cette question, je pense non, je ne peux pas être satisfait. Notre félicitation pour sa promotion à ce poste. Seulement l'apanage des autorités avril, judiciaires. nous avons mais c'est une responsabilité qui est partagée. Sur la le décret de 30 des juillet et de la diplomatie parlementaire contrat pour et booster, obligation avancer la collaboration entre les deux je pays. signifie bien la date depuis 1880. Pendant jusqu'à cette ce jour, visite, nous avons j'ai profité de l'occasion pour transmettre les salutations du président de l'Assemblée iranienne et à son endroit, à l'endroit de l'honorable vice-président de l'Assemblée. Comme vous savez, les activités parlementaires en Iran sont à peu près à 120 ans. C'est déjà vu. En réalité, on se pose la question, est-ce le but de chercher si les victimes seront réparées une nouvelle ou porte le but à celle est en de Iran, à chercher ce qu'on voit comment en la Iran. victime peut retrouver Nous une condamnons réparation toute complète agression. et rapide. Nous défendons l'intégrité Et à ce niveau, dans les territoriale carrefours, de la grâce à RDC, ces colloques dont nous remercions défendons cette et nous position félicitons les pour récits, aucun parce que ça élément nous a donné ne un peut champ de s'exprimer prendre dans un cadre de récupérer réflexion. Nous la avons donné défense des légitime propositions, du mais pays, aussi des de suggestions la sur RDC. le plan de la responsabilité civile auquel nous avons fait part. Entre autres, nous avons analysé cette inefficacité de la responsabilité civile. C'est sûr qu'on peut bien beau parler sur le texte juridique, mais la réparation est-elle intégrante ou rapide? Lorsque une autorité politique administrative soit-elle commet un fait, lequel fait cause préjudice à une victime, et cette victime ne connaît pas où commencer, ou cette victime se voit déjà complexée par les rangs de celui qui a causé le fait.
on se pose la question de savoir celle-ci va-t-elle obtenir une réparation. C'est dans ce cadre, monsieur le journaliste, que ce colloque nous a permis de dégager, entre autres, penser à un fonds de garantie. On a pensé à un fonds de garantie, en tout cas on a ressorti beaucoup plus de choses, mais aussi penser à comment simplifier cette procédure de réparation. Parce qu'en réalité, la responsabilité consacrée par l'article 258 du Code civil congolais livre-toi dont nous avons évoqué est une responsabilité subjective, contrairement à celle prévue par l'article 260 qui est une responsabilité objective. Et la responsabilité subjective prône l'idée de la faute, du dommage et du lien de causalité. Et ici, en réalité, par les théories, à ce qui concerne la faute qui a été causée et les dommages, ce sont des procédures qui, du reste, sont en train de mettre encore la victime en difficulté d'obtenir réparation. Et dans ce cadre de ces colloques, nous sommes allés plus loin pour dire qu'il faut une simplification, donc il faut qu'on puisse simplifier la procédure. Et raison pour laquelle nous, étant café juridique, bien entendu, dans la science, nous avons analysé les textes en place. C'est sûr qu'il n'est pas encore droit, mais avec le peu que nous avons appris, nous avons pensé qu'il faut simplifier cette procédure parce que je me rappelle, c'était encore un échange par l'association APETI, Gestion sans pour l'élévation du Congo, toujours chapeauté par Enoch Dinanga et l'assistant Kayon qui était dans le panel. Nous avons proposé qu'il faut qu'il y ait aussi un fonds de garantie et aussi la déclaration de patrimoine pour toute autorité politico-administrative. Et cela serait une garantie. Voilà, là vous avez suivi, c'est un juriste qui parlait, il a évoqué tout ce qui lui a été bon, n'est-ce pas, pour expliciter les faits. Je me retourne du côté de Nathan Mukendi, qui est le vice-président du comité scientifique du café juridique de l'université de Kinshasa, où nous sommes en train de tourner cette émission. Monsieur Nathan, est-ce que les démarches entreprises ou encore les colloques organisés par RESIC, où vous avez pris part, vous, café juridique, est-ce que vous ne sentez pas que c'est une démarche qui va donner aussi une lueur d'espoir à des milliers de Congolais qui attendent l'effectivité de l'état de droit? Oui, très naturellement, le colloque tel qu'organisé ne pourrait, sur base des différentes propositions qui ont été émises, qu'avoir des effets positifs. Parce que on se pose, c'est bien bon de remarquer la situation telle qu'elle se présente sur le plan pratique, mais il faudrait se poser la question où se trouve le problème. Je pense que le chancelier a soulevé la question. Il y a les textes qui régissent les différents faits, mais le problème, le plus grand problème, c'est dans la réalisation. Le colloque a été basé sur la responsabilité civile, pénale et administrative des autorités politico-administratives. Mais dans tous les cas, il y a un lien qui unit toutes ces responsabilités. Parce que ceux qui sont victimes des faits, ce sont les peuples qui constituent le citoyen lambda. Et qu'est-ce que ce peuple doit avoir en retour à la suite des abus commis par les autorités politico-administratives qui doivent engager soit les responsabilités civiles, pénales ou administratives, c'est la réparation. Lorsque une autorité politico-administrative commet une infraction, vous avez soulevé les cas de la participation criminelle où l'autorité demande à son subalterne de pouvoir poser un acte qui cause préjudice à autrui, l'infraction cause préjudice. Même si sur le plan pénal, pour ne pas déranger le fonctionnement des institutions, on l'exempte de poursuites pénales, mais il faudrait penser quand même à la réparation de la victime. C'est le cas également avec la responsabilité civile. Toujours dans le cadre du fonctionnement du panel qui a travaillé sur cette responsabilité, en dehors de la proposition qui a été soulevée par monsieur le secrétaire général, nous avions également pensé qu'il faudrait revenir sur la théorie des actes détachables. C'est-à-dire une autorité administrative qui travaille ou qui pose des actes, elle pose des actes au nom de l'administration. Ce qui fait qu'en principe, en cas de préjudice causé à autrui, c'est à l'administration de répondre et non à son propre patrimoine. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faudrait mettre un accent particulier sur cela en faisant une part de choses entre les actes posés par l'autorité en son nom propre et les actes posés par l'autorité au nom de l'administration, de sorte à détacher les actes qu'il pose en son nom propre de l'administration. Et cela va permettre à ce qu'on puisse poursuivre le patrimoine propre de l'autorité politico-administrative en pleine fonction. Et lorsque
cette autorité sait que son patrimoine est exposé, elle va se réserver à poser certains actes qui pourraient causer préjudice aux autres personnes. C'est également la même chose avec la responsabilité administrative, où ici c'est toute l'administration qui vient répondre des faits. Et cela est interpellateur pour l'administration qui ne pourrait pas enrôler n'importe qui. On ne peut pas choisir n'importe qui pour nommer dans un tel ou tel autre ministère. Il faudrait que l'administration prenne en charge également ce fait-là. Dans tous les cas, le grand problème, il est sur le plan pratique parce que nos textes sont bons, même s'ils ont besoin d'être adaptés à certaines réalités, telles que nous avons proposé dans le cadre de ce travail du café juridique. Merci. Voilà. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que nous sommes en train d'échanger avec les Congolais épris de patriotisme et du bon sens. Les autorités qui nous dirigent ne sont pas des petits dieux. Ils sont des Congolais comme nous. Nous devons revenir sur ces faits, ou encore dans la case de départ, où l'on nous dit « tous les Congolais sont égaux devant la loi ». Et voilà, une bonne partie des Congolais a pris conscience pour réfléchir là-dessus. Quand est-ce que nous pouvons, nous, petits peuples, n'est-ce pas, jouir de nos droits et bénéficier de nos droits vis-à-vis des abus commis par ceux qui nous dirigent par moment, par inadvertance ou encore d'une manière volontaire. Je reviens à M. Dona, lui qui est l'assistant chargé des programmes du réseau de l'éducation civique au Congo. Vous avez organisé d'une manière intelligible ces travaux du colloque. Et comment avez-vous fait pour atteindre toutes les couches de la population congolaise, de sorte qu'ils soient en droit et de comprendre les différentes recommandations que vous avez mises en place, de sorte que cette population soit réellement éveillée et réellement consciente de son état en tant que Congolais bénéficiaire des droits fondamentaux? Merci pour la question. Écoutez, quelle peut être la ambiance qui règne dans la population du Nord Kivu avec ce traumatisme de chaque jour, les stress de chaque jour, les paniques de chaque jour à travers ces terroristes qui endeuillent la population avec les flux de population qui viennent après cette activité pour et les plaidoyers sont pris des autorités parce qu'ils sont avant qu'on arrive à mobiliser la population, on a pensé d'abord aussi avec de l'espoir en voyant faire réfléchir actuellement pour il y a un principe qui dit si vous avez un problème avec votre voisin, allez-y parler d'abord avec eux. Si vous voyez que les voisins ne changent pas, vous appelez un autre. Si l'autre vient, que vous allez le voir et qu'il ne change pas, vous le mettez sur la voie publique. C'est ça les principes. Nous avons engagé les colloques. Oui. Nous avons engagé les colloques et nous rendons public aujourd'hui les grandes recommandations. La seconde phase, nous irons voir l'autorité que nous soupçonnons être à la base de ces comportements. On va échanger avec eux. S'il y a modification des comportements, les gens bravo. sont en train de suivre ce qui se passe. Et mais autre chose, comme il y a une distance bien que l'autorité va modifier, on va armer la population. et la vie des communs, on ne fait qu'apprendre l'ignorance sur tue. les réseaux sociaux et souvent Les gens disent non, posant un courrier bas, il y a des amis mais nous nous disons posant un courrier, les amis dans la zone de combat. Pour moi, le recrutement devait se faire dans les écoles, dans les universités, dans les nous allons mettre universitaires, dans les institutions supérieures, de la population et on prendrait des tous les recommandations. Pas seulement des recommandations, mais on va essayer d'aider la population à maîtriser les grandes lignes de la loi pour faire face aux différents abus, aux différentes violations des droits qui leur sont reconnus. C'est une seconde phase qui viendra, mais nous sommes au début. D'abord, on a réfléchi, on a eu à déceler les grandes recommandations
Et on a identifié à qui est-ce que ces recommandations seront identifiées lors de notre action de plaidoyer. Et la suite viendra, parce que quand on va faire les plaidoyers, il faut qu'on arme aussi la population à la base. Donc c'est une seconde phase. À vous qui êtes décideurs et vous qui nous suivez à travers le média, nous vous rappelons que vous qui avez en charge la nouvelle citoyenneté dans vos attributions, voilà les programmes qu'il faudra soutenir et subventionner. Il ne faudra pas que Récit, que le café juridique puisse, n'est-ce pas, se frotter les mains avec des moyens de bord. Il faudra que vous qui avez la charge de la nouvelle citoyenneté comme ministère, faites de sorte que des programmes pareils puissent être soutenus et subventionnés. Parce que la population est ignorante de beaucoup de choses. Et déjà avoir cette bonne volonté qu'a cette structure de pouvoir déjà parler au nom de la population, les armer avec les instruments juridiques qu'ils mettent à leur disposition, les armer avec des plaidoyers, avec des recommandations sensibles. Nous sommes rassurés que vous qui êtes là pour la population, vous devrez, n'est-ce pas, saisir la balle au bon, de sorte que vous ne soyez pas indexé après votre mandat, car demain déjà, ça ne sera plus question de l'après-mandat, mais ça sera pendant le mandat. Je reviens du côté du chancelier du café juridique, M. Lumpungu. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir tout ce qui se vit, tout ce qui se dit à travers la République par rapport à nos dirigeants qui sont aujourd'hui fiers de l'être. Je ne sais pas si la population aussi est fière d'avoir ces dirigeants. Quel est le message clé que vous voulez lancer à tous ceux qui dirigent le peuple congolais? Celui qui est chargé du programme juridique a bien démontré que les recommandations ne sont pas seulement faites à ces dirigeants-là, mais quelques recommandations faites aussi à la société, aux citoyens que nous sommes. Ceux qui nous dirigent, premièrement, on doit situer le problème de la conscience, de la volonté. Pourquoi verse-t-on dans les abus de pouvoir ou dans le trafic d'influence? Nécessairement parce que nous avons en nous une idée, une conscience déjà corrompue selon laquelle on ne peut pas, un citoyen lambda ne peut pas aller contre nous en justice et puis nous gagner. Or, respecter fidèlement ce qui est prévu dans nos textes serait une très bonne chose pour les dirigeants et aussi une faveur pour nous qui ne sommes pas dirigeants. C'est pourquoi dire ou interpeller à la société ou aux membres de la société de savoir, de connaître ce que sont leurs droits est très important. Parce que lorsque j'ignore mon propre droit, premièrement, je vous rappelle que ce ne sont pas toutes les autorités qui bénéficient d'inviolabilité. Quelques autorités, entre autres les parlementaires, et aussi, je peux citer le président de la République, ceux-là bénéficient d'inviolabilité. Et d'autres autorités, par exemple un policier. Pourquoi si je suis victime d'une bavure venant d'un policier, je dois hésiter d'actionner, en tout cas ce qui me concerne comme droit, soit de saisir le parquet ou de saisir l'auditorat, le parquet pour l'ordre militaire, bien sûr, afin que celui-ci engage sa responsabilité pénale. Ou seulement, si nous voyons que les voies de recours à l'interne nous sont impossibles, mais carrément avec l'universalité ou l'internationalisation des droits de l'homme, c'est possible de saisir les instances internationales, entre autres les institutions ou les juridictions internationales. Cela repose sur nous-mêmes, nous sommes ignorants de nos propres droits et les autorités aussi doivent revenir au respect des textes et à l'observance des droits fondamentaux et de nos libertés. Voilà. Monsieur Donat, j'aimerais, avant de donner la parole de conclusion à chacun de nous, j'aimerais que vous puissiez, d'une manière synthétique, d'une manière claire, vous adresser à toute cette population qui vous suit, à partir de Bukavu, de Bandundu, du Kasaï, du Grand Katanga, de l'Équateur et pourquoi pas en dehors de nos frontières. Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement de ce qu'a été le colloque? Merci pour la question. Ce colloque, c'était un cadre de réflexion où le RECIC, en partenariat avec le café juridique, a eu à faire l'analyse contextuelle afin de dénicher les causes à la base de l'impunité des autorités qui gèrent au quotidien la chose publique. Partant de ces analyses-là, nous avons eu à
dégagé quelques recommandations qui devaient servir de référence. Parce que j'ai dit tantôt que c'est une contribution que le RESIC et le café juridique a voulu apporter à la société pour essayer un peu qu'on puisse essayer de réformer notre système judiciaire. Et nous avons pensé proposer à la société congolaise en général et aux animateurs de l'appareil judiciaire, comme nos amis qui sont là, les juristes en formation, qu'on puisse voir comment élaguer l'incise d'exception qui est repris dans la loi, dans les codes pénals et la Constitution. Ça c'est un. De deux, nous avons proposé à la nation congolaise, c'est une démarche, je sais que ce ne serait pas facile, qu'on l'on puisse voir dans les jours à venir les hauts magistrats, premier président de la Cour constitutionnelle, avocat général de la Cour constitutionnelle, Conseil d'État, ainsi de suite, jusqu'au niveau des tribunaux de paix, ces hauts magistrats soient élus directement par la population. Qu'est-ce qui vous motive? Une fois élu par la population, c'est un mandat, 5 ans, renouvelable. S'il est élu par la population, il ne se laissera pas marcher par les acteurs politiques. Pensez-vous que vous me nommez moi procureur général près la Cour constitutionnelle et que vous, mon promoteur, vous avez commis une infraction, je vais vous interpeller? Vous allez me mettre de côté. Mais si c'est la population qui m'avait élu, moi et les députés, nous sommes au même pied, et je dois faire en sorte que je sois apprécié pour que quand j'irai pour la prochaine fois, que je sois réélu. Exactement. Nous avons suivi dans les médias. Un chef d'État dans un pays du monde a pris une décision en tant que chef d'État. Mais le président du tribunal de paix a dit, monsieur le président, c'est anticonstitutionnel. Le président C'est incliné. Et chez nous, c'est faisable. C'est un pays à grande démocratie. Et chez nous, c'est faisable. Nous avons, depuis 2006 aujourd'hui, combien d'années d'expérience démocratique? 16 ans. Et les résultats? Nous tâtons. Or, un enfant qui est très intelligent à 16 ans... Reçu en audience par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, le nouveau comité directeur de la société minière de Kilomoto, Sokimo SA en sigle, composé du PCA Christine Fezamotema et du DG Pistis Bonongo Tokole, sont venus présenter leur civilité à leur ministre de tutelle. D'une pierre deux coups, la nouvelle équipe s'engage dans la relance de cette société minière qui autrefois fut le fleuron de la RDC en termes de rentabilité des recettes. Donc la Sokimo connaît un problème social. Ça fait déjà plusieurs années que les agents cadres ne sont pas payés. Vous connaissez les problèmes qu'a connu Sokimo avec plusieurs partenariats qui n'ont pas beaucoup marché. Et aussi l'arrêt de la production. Et lorsque nous parlons de la relance, c'est pour dire que la Sokimo va aller vers reprendre avec la production dans le domaine où nous sommes. Pour rappel, cette société a bénéficié de la visite de la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, lors de sa mission d'itinérance à Bunia. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce qu'a été les grandes lignes de ces travaux organisés par les réseaux d'éducation civique au Congo en partenariat avec le café juridique de l'université de Kinshasa. C'est sur cette note que nous nous sommes dit, nous devrions, n'est-ce pas, palper du doigt ce qu'a été les motivations et les attentes de ces travaux. Et voilà que tout a été mis au parfum, tout a été mis au clair, tout a été rendu public par les représentants de ces assises qui sont sur ce plateau. Et j'aimerais avoir à cet instant les mots de conclusion. Nous commençons par Nathan Mukendi. Juste quelques mots de conclusion pour terminer avec cette tranche d'émission. Et puis c'est notre ami le secrétaire général qui va aussi parler. Et enfin, c'est le chancelier qui va clôturer, mais
les grands mots, le gros mot de la conclusion sera dit par M. Dona Pakebon. On y va avec Nathan Mukendi, le vice-président du comité scientifique de Café Juridique. Merci, monsieur le journaliste. Les mots de conclusion de notre part ne seront que de mots d'interpellation adressés tant aux autorités politico-administratives que nous espérons qu'elles nous suivent, mais également à la population qui a un rôle très important à jouer là. Parce que, comme l'a dit le représentant du RESIC, il est très important de connaître ses droits pour pouvoir les revendiquer. Donc, il faudrait que la population prenne conscience qu'ils ont de droits à revendiquer et que les autorités politico-administratives leur sont redevables. Je voudrais aussi souligner un point par rapport à l'exercice effectué par le RESIC qui est allé vers l'université que nous représentons. Nous savons que le rôle de l'université sous d'autres cieux est très important dans la prise de grandes décisions. L'université de Kinshasa est appelée colline inspirée, la crème de la science en général, qui est censée éclairer toute la ville, raison pour laquelle l'université se trouve au sommet à la colline. Et l'université a parlé, l'université a réfléchi, elle a donné son avis et nous pensons que ce sont des réflexions qui sont à même d'apporter un changement dans le chef de notre société congolaise. Merci Augustin Mukomo, vous êtes secrétaire général. Vous aussi, vous avez quelques mots de conclusion avant de terminer avec cette émission. Merci monsieur le journaliste. Bien entendu, nous avons les derniers mots. Notre dernier mot, comme nous l'avons signifié, est que la responsabilité n'est pas un privilège, mais une redevabilité. À tous ceux qui nous suivent, c'est là qu'était notre phrase d'introduction lorsque nous avions pris parole. En réalité, nous tenons à signifier que le droit est consubstantiel à la société. C'est-à-dire le droit n'est pas censé être tout droit, donc n'est pas censé être collé, je dirais, n'est pas censé ne pas bouger. Le droit est censé être dynamique, c'est-à-dire il doit s'adapter au fur et à mesure que la société évolue. C'est dans ce cadre de réflexion que le Café Juridique remercie plus les RESIC, mais aussi fait aussi appel à toutes ces personnes qui ont de belles initiatives, qui ont des problèmes qui surgissent. Le Café Juridique est là, c'est un cadre de réflexion pour les étudiants. Nous œuvrons là à la faculté des droits depuis le Café Juridique a été créé depuis 1978. C'est jusqu'à ce jour que nous continuons, ce qui signifie que nous n'étions même pas encore nés. Donc nous quitterons et nous laisserons les cafés juridiques. À tous ceux qui nous suivent, en tout cas ce sont de belles initiatives que nous demandons à toutes les personnes dotées d'un sens de patriotisme élevé de venir nous appuyer les RESIC, appuyer les cafés juridiques, venir vers le café juridique, nous donnons nos avis et nous pouvons faire notre part à notre niveau. Voilà ce que nous pouvions dire en dernier mot. Sinon, merci monsieur le journaliste, merci au RESIC pour ce plateau qui nous a permis de parler haut et fort ce que nous ressentons en besoin. Le chancelier va aussi... le café juridique en ces moments et je crois bien que ça ne sera pas la dernière fois que vous puissiez passer sur ce plateau. Évidemment, merci monsieur le journaliste, ce ne sera pas la dernière fois parce qu'on vous a signalé par le secrétaire général que le café juridique existe depuis 1978 et donc ce ne sera jamais la dernière fois que nous passions ou soit par le principe de continuité de service, comme vous le constatez bien sûr que ce ne serait pas moi en principe qui devrait engager cette activité, c'était le comité passé, mais on est là et puis on pense qu'avec la suite de notre programme ensemble avec le RESIC pourront toujours être reçus par vous. Notre mot de fin que nous pourrions dire ici, c'est seulement nos gratitudes. Premièrement, au RESIC qui a accepté de coopérer avec nous, parce que nous, tels que nous sommes installés sur la faculté, sur l'unité de l'Université de Kinshasa, notre objectif, c'est de poursuivre la vulgarisation des notions juridiques au travers des débats, ce que nous faisons chaque jour au sein de la faculté de droit, des séances, des conférences, débats, des colloques, en voici un. Et par rapport à ce colloque, nous pourrons toujours interpeller à la société de nous soutenir et de nous suivre. En dehors de ce que nous avons dit dans les actes de colloque, il y a plusieurs suggestions, plusieurs recommandations faites quant à la responsabilité pénale, administrative et responsabilité civile. Ne pas craindre le fameux
on respecte toujours à l'ordre du supérieur, sachant que dans notre constitution actuellement, l'ordre manifestement illégal n'est pas respecté, à la différence d'une décision administrative bien sûr. Merci bien, chancelier. Vous avez été clair dans vos dires. Nous allons clôturer avec le RESIC, les réseaux d'éducation civique au Congo, ici représenté par l'assistant du chargé de projet. Et lui, c'est M. Donat Pakemon qui nous a entretenus tout au long de cette émission aux côtés de nos amis du Café Juridique. M. Donat, vous avez le dernier mot de cette émission. Comme dernier mot, je ne peux que demander à nos responsables, les personnes qui nous gèrent au quotidien, de respecter les textes. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Les écrits, c'est entre autres de respecter la convention relative aux droits civils et politiques que notre pays avait ratifiée, dont les contenus à son article 2, 14 et 26 recommande aux États membres d'assurer à leurs concitoyens l'égale protection devant la loi et la justice. C'est là sans discrimination liée à la classe sociale dans la société. Ça, c'est le 2. Le préambule de notre Constitution, je prends les points, le 3e et 4e paragraphe qui dit en ces termes: animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit, une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique et sociale et culturelle. Mais aussi, nous avons dit ceci dans le préambule: considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale de valeurs et de la ruine du pays. Militons pour mettre en blanc cette disposition-là, ce préambule-là. Le peuple a parlé. Le clientélisme, le népotisme, l'impunité doit être mis hors d'état de nuire. Considérons-nous comme si nous sommes égaux. Je vis dans un pays, et j'ai même loué un des animateurs des institutions publiques qui a été nommé, cité comme présumé détourneur. Pour faciliter la justice de faire son travail, il a démissionné. C'est pour dire, considérons qu'on est tous égaux devant la loi et la justice. Je suis aux affaires. Si je suis coupable, je suis coupable. Et je fais mien les déclarations qu'ont fait les amis, où on doit chercher à avoir une caution des animateurs quand ils posent un acte qui porte préjudice à un citoyen sur le plan civil, qu'on puisse poser dans ses revenus. Et ça va recadrer bon nombre des autorités politico-administratives. Voilà. Vous avez compris que c'était la chute de cette émission. J'ai retenu une chose, nous devons tout faire de sorte que l'impunité, le clientélisme soient mis hors d'état de nuire dans notre société. Et le grand débat, ce n'est pas seulement la popularité que les hommes politiques se font dans nos différentes contrées de la République. Ce n'est pas seulement les marches organisées à travers les rues de Kinshasa, mais le grand débat, c'est aussi cette manière de réfléchir pour devoir réguler le vécu de tous les Congolais par rapport aux textes légaux que nous avons tous adoptés par référendum. Je vous dis grand merci d'avoir été nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces numéros d'émission et je vous souhaite bonne suite de programme sur votre chaîne et surtout, restez toujours en contact avec le RESIC et le Café Juridique de l'Université de Kinshasa. Nous irons tous de l'avant afin que justice soit faite et que tous les Congolais puissent vivre dans l'air assiette et surtout que tout soit équilibré et équitable dans notre société. Au revoir.